Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être là. Voilà, je vais commencer et puis si vraiment il y a un souci, n'hésitez pas, à le dire, hein, voilà, voilà. Donc il y aura peut-être des blancs ou des choses comme ça, j'ai pas l'habitude, mais normalement ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui, donc je vais vous présenter, donc faire une brève description des méthodes de détection des exoplanètes. Alors, donc ce que vous voyez donc en image d'introduction, c'est vraiment des images d'artistes qui ont été faites, donc qui viennent de la NASA. Et en fait, on se rend compte, les exoplanètes, il y en a énormément. Donc c'est toutes les planètes qui sont situées hors de notre système solaire. Et on pourrait se poser la question, justement, comment on fait pour les détecter? Hop. Donc du coup, je suis à la page 2. Alors, il y a beaucoup de méthodes de détection, il y en a encore qui sont en train de se développer actuellement. C'est un domaine de recherche qui est encore très actif. Donc, par exemple, là, j'ai donné un chiffre de détection d'exoplanètes. Mais il faut savoir que, vous pouvez regarder dans 2 semaines, le chiffre va encore augmenter. Enfin, c'est vraiment un domaine très, très actif. Et je vais présenter ici 5 principales méthodes de détection d'exoplanètes. Donc, il y a la méthode de la vitesse radiale. Donc celle-là, c'est une méthode qui a été c'est une méthode historique. Donc la première méthode qui a été employée. La méthode d'imagerie directe, qu'on va voir qui est peut-être la méthode la plus simple à comprendre finalement, mais qui, on voit, il n'y a que 1,22% de planètes découvertes, donc on va voir pourquoi justement c'est une méthode qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas sensiblement. Après, il y a la fameuse méthode du transit, où là, on a vraiment la majorité des exoplanètes qui sont découvertes, et donc c'est une méthode sur laquelle je vais m'attarder. Et ensuite, on a 2 méthodes donc un peu plus exotiques. Donc la méthode utilisant les micro-lentilles gravitationnelles. Donc là, vraiment, qui est une méthode assez compliquée et finalement, je pense qu'il va se développer plus tard, enfin dans les années à venir. Et enfin, l'astrométrie qui n'a permis de découvrir qu'une planète, mais je vais en parler un peu plus tard, vous verrez pourquoi. Donc on va commencer par la méthode de la vitesse radiale. Alors, c'est pas forcément la méthode la plus évidente. Donc en fait, on voit avec la petite animation. Alors, la méthode de la vitesse radiale, hop, c'est vraiment le fait qu'en fait, on nous dit que, par exemple, la Terre va tourner autour du Soleil. Donc c'est vrai, mais il faut savoir que le Soleil, il bouge un tout petit peu aussi. Donc la Terre attire aussi le Soleil, en fait. Donc ce petit mouvement-là, on va pouvoir le détecter. Il est vraiment très très fin, mais on va quand même pouvoir le détecter grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie. Et du coup, on va détecter ce petit mouvement par ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, on l'a déjà entendu. C'est typiquement quand vous avez une ambulance qui passe, vous allez entendre la fréquence, le son va être différent quand elle va passer près de vous. Et c'est ça l'effet Doppler. Et on va se servir exactement du même effet pour découvrir justement des exoplanètes. Donc, cette méthode de la vitesse radiale, elle a été beaucoup utilisée au début. Hop. Donc, elle a été utilisée vraiment entre 1995 et 2005. Alors, 1995, c'est une date vraiment très importante pour l'exoplanétologie, étant donné que c'est la date qui où on a découvert la première exoplanète. Donc avant, on supposait que des planètes différentes pouvaient exister, qu'il y avait d'autres systèmes solaires, mais on n'en avait pas tout à fait observé. Donc c'est vraiment une date très très importante. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, suffisamment important pour que Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu justement l'année dernière, donc en 2019, le prix Nobel pour justement cette découverte de cette première exoplanète. Donc on appelle 51 Pégasi B, ou 51 PEG B pour les plus intimes. Alors en fait, finalement, donc elle est pas très connue. Alors c'est pour s'imaginer un peu parce que là, je vais beaucoup parler de masse, etc. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre Jupiter, et on va regarder sa masse et son diamètre, et on va comparer à chaque fois. On va dire, ok, cette planète-là, elle va faire, par exemple, 2 fois Jupiter, etc. Je vais aussi parler facilement de planètes, même si je parle toujours d'exoplanètes, mais c'est simplement par, je pense, peut-être par habitude. Donc si je dis planète, on est toujours dans le cadre des exoplanètes.
Et donc, 51 Pégasi B, donc qui est assez mal connu, en fait, c'est à peu près la moitié au niveau de la masse de Jupiter. Mais par contre, elle est 2 fois plus grande. Donc pour se donner un ordre d'idée des masses, parce que c'est quelque chose qui est quand même pas facile à voir, c'est vraiment donc, tout ce qui est distance et ce qui est masse. La masse de Jupiter, c'est 320 fois la masse de la Terre. Donc du coup, en termes de masse, là, on arrive à du 160 fois la masse de la Terre. Donc on parle de Pégasi B comme étant pas très grosse, mais il faut bien s'imaginer que c'est par rapport à Jupiter qui est déjà énorme pour nous. Et en termes de diamètre, justement, elle est beaucoup plus grande que Jupiter, donc qui est déjà 10 fois plus grande que le diamètre de la Terre, pardon. Donc voilà, ça c'était pour historiquement la planète qu'on a découverte. Mais il faut savoir donc actuellement donc on a HARPS donc qui est le Height Accuracy Radial Velocity Planet Searcher avec super accent qui a découvert énormément de planètes et en fait donc dans ce que vous voyez l'image c'est vraiment une vue d'artiste de toutes les planètes qui ont été découvertes et il faut savoir que c'est donc ce chasseur d'étoiles, ce chasseur de planètes est vraiment très très précis étant donné qu'il peut détecter des vitesses de l'ordre du mètre par seconde. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on pouvait détecter la vitesse de marche d'un piéton sur Terre, mais à des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est très 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 précis. Mais là, du coup, vous pourriez me dire, c'est sympa, ton effet Doppler et tout ça, ta méthode qui est un peu difficile, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas prendre un télescope, comme on regarde les planètes du système solaire finalement, et puis regarder directement et essayer de scruter s'il y a des exoplanètes? Et ben justement, c'est la méthode d'imagerie directe, donc qui est vraiment une méthode, comme son nom l'indique, on va vraiment essayer de regarder et de voir si des exoplanètes existent. Alors à première vue, c'est la méthode la plus simple. Le souci, c'est que donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a un souci au niveau des étoiles. Donc chaque planète qu'on veut détecter, donc on peut avoir on a souvent une étoile à proximité, et cette étoile rayonne tellement et tellement lumineuse qu'il faudrait en fait, pour pouvoir voir la planète, occulter la lumière justement, la luminosité de cette étoile. Et donc c'est un peu ce que je montre donc avec l'image, c'est qu'en fait, donc l'idée, ça serait vraiment d'abord, on va pouvoir adapter les télescopes pour pas avoir de défauts optiques. Et en plus, il faut pouvoir enlever la forte luminosité de l'étoile. Donc c'est pas quelque chose de finalement très très facile à faire, mais on y est arrivé quand même. Donc pour donner un ordre d'idée, ça serait vraiment, si je peux faire un parallèle, ça serait de pouvoir, l'idée de détecter une luciole qui serait près d'un phare à Marseille et vous vous situeriez à Paris. Donc la difficulté est quand même très très importante, mais on y arrivait quand même. Donc avec le télescope, le Very Large Telescope au Chili, donc c'est un très très grand télescope. Et en fait, l'étoile était très peu lumineuse. C'est pour ça qu'on a pu voir une planète. Et donc c'est la première exoplanète qu'on a découverte, qu'on a vraiment vue de manière directe. Et donc, elle était assez grosse, mais finalement pas si grosse que ça, donc seulement 4 fois plus massive que Jupiter. Donc, les méthodes d'imagerie directe, elle est utilisée, c'est une méthode comme les autres, mais c'est pas la méthode phare de détection des exoplanètes. Donc la méthode phare, c'est ce qu'on appelle la méthode dite des transits. Donc là, alors le dessin, je pense, est assez clair. Donc là, on va simplement observer la lumière d'une étoile au cours du temps. Et si l'étoile est très lumineuse, et si on se rend compte qu'à un moment, de manière cyclique, par exemple, on voudrait voir la planète Terre, par exemple, d'ailleurs, on regarde et on voit que tous les 365 jours, hop, on a une baisse de luminosité du Soleil. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter finalement les exoplanètes.
Donc ça, c'est une méthode, c'est la reine des méthodes, hein. Il y a énormément, donc je l'ai dit en début de présentation, il y a environ un peu plus de 75 des exoplanètes qui ont été détectées avec cette méthode des transits. Et donc c'est une méthode vraiment phare, donc qui est finalement assez simple à comprendre, même si elle demande énormément de travail, hein, parce que donc bon, quand je montre les images, c'est très très simple, mais il faut bien comprendre que derrière, il y a énormément de travail, il y a énormément de post-processing, enfin de traitement des données, pardon, et c'est pas forcément évident. Et donc pour cette méthode des transits, donc j'avais beaucoup de choix en termes de planètes parce qu'il y en a énormément. Et donc du coup, j'ai choisi une planète. Donc pour la méthode des transits, j'ai choisi une planète qui, on va dire, qu'on appelle la Tatooine, puisque elle a donc Kepler 16b, elle a 2 soleils. Donc c'est vraiment une planète très très spéciale, voilà, une des planètes qui fait un peu rêver, hein. Donc pour situer un peu en ordre de grandeur, elle serait à peu près équivalente à notre Saturne, mais ça serait pas tout à fait comme Tatooine étant donné qu'il y fait assez froid. Entre -100 et -70 degrés, il y a une coquille, hein, au niveau de la présentation. Donc voilà, on n'irait pas forcément s'y perdre comme dans Tatooine, mais bon, en tout cas, c'est une planète vraiment intéressante. Donc là, c'était vraiment les 3 méthodes, on va dire les plus utilisées. Donc là, on va avoir 2 méthodes qui sont un peu moins utilisées, un peu plus compliquées, mais qui par contre, à l'avenir vont peut-être, finalement donner des résultats que les méthodes que je viens de présenter ne donneraient pas forcément. Donc, alors cette méthode-là, donc elle est un peu plus compliquée, donc c'est ce qu'on appelle la méthode utilisant les micro-lentilles gravitationnelles. Alors, donc en fait, c'est une méthode qui a vraiment est issue, de la théorie de la relativité générale d'Einstein et en fait qui voit un peu, l'univers. On pourrait imaginer l'univers dans un drap. Et on verrait en fait, donc c'est ce qu'on voit un peu donc sur le dessin. Donc on voit, on va dire l'étoile la plus massive qui va faire s'enfoncer le drap. Et en fait, bah, finalement, cette méthode-là, elle utilise ce fait-là et du coup, tous les objets qui sont très massifs vont pouvoir faire dévier la lumière. Et donc si on imagine qu'on regarde un objet très massif, qu'on est bien dans l'axe et que justement, donc c'est ce qui est représenté au niveau des 3 images, on va se rendre compte, bah, qu'on va avoir une déviation de la lumière. Alors il faut vraiment être bien dans l'axe parce que, bah, sinon on peut pas forcément voir, on va pas voir justement la planète passer autour de l'étoile et en fait on appelle ça les micro-lentilles gravitationnelles puisqu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on fait avec des lentilles avec de l'optique finalement. On va vraiment utiliser, finalement l'exoplanète comme si c'était une lentille. Donc c'est une méthode qui est assez compliquée à mettre en œuvre parce que, ben, en fait, il faut vraiment être pile poil dans l'axe pour vraiment observer donc depuis la Terre, donc dans l'axe de l'étoile et de l'exoplanète qu'on veut détecter. Donc c'est assez délicat, mais par contre, c'est une méthode qui permet de détecter des planètes qui sont beaucoup plus loin que celles que j'ai présentées précédemment. Et donc surtout, c'est une méthode, qui bah, justement va permettre, de donner la masse de l'exoplanète. Donc bah, elle est très délicate à mettre en œuvre, mais par exemple, donc on a, donc le projet OGLE, donc qui est pour Orbital Gravitational Lens, le E, je ne me souviens plus. Mais et donc en fait, donc qui, par exemple, nous a permis de détecter donc le O 2003 BLG 235 LB, qui a été découvert par Mondeol. Donc on voit une vue d'artiste donc sur la diapositive. Et donc, ben, on suppose qu'elle est similaire à Jupiter, elle est un peu plus massive, donc 2,6 fois plus importante.
Et enfin, donc une méthode qui a l'air simple, quand dit comme ça aussi, mais qui va être assez difficile à mettre en œuvre. Donc c'est la méthode de l'astrométrie. Alors l'astrométrie, c'est vraiment une histoire de petits mouvements par petits mouvements par petits mouvements. Donc en fait, faut imaginer notre exoplanète. Donc elle tourne autour de son étoile, tout va bien. Sauf que justement, le fait qu'elle soit là et qu'elle tourne autour de son étoile, ça va entraîner des petits déplacements. Donc c'est un peu comme pour les vitesses radiales finalement. Sauf que là, on va pas essayer de mesurer ce petit déplacement, on va essayer de mesurer la propagation de ce petit déplacement. Parce que la petite étoile, elle va se déplacer, mais elle va entraîner d'autres étoiles qui vont se déplacer. Et on va avoir petit déplacement par petit déplacement. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment nous permettre de détecter des exoplanètes. Alors, c'est très compliqué parce que c'est vraiment des déplacements qui sont très très petits. Et c'est une méthode qui demande énormément de précision. Donc actuellement, j'ai pas eu beaucoup de choix finalement pour montrer une exoplanète typique qui a été découverte grâce à cette méthode, étant donné que la NASA, donc en mai 2020 en tout cas, donc sur le site de référence des exoplanètes donc, qui ont été confirmées, il n'y en a qu'une, qui s'appelle Denis P. J082303 1491201B. Ça fait un très long nom. Et en fait, c'est la seule planète qui a été détectée, qui est très très massive pour le coup, donc 28,5 Jupiter. Et par contre, elle fait la taille de Jupiter environ. Donc c'est une planète, on va dire, très massive. Alors du coup, il n'y a que cette planète-là qui a été découverte. Donc il y a d'autres méthodes qui existent qui ont vraisemblablement permis plus de découvertes. Mais alors j'ai choisi celle-là parce que je trouve que c'est une méthode qui est prometteuse parce que justement maintenant on a donc le satellite Gaia qui nous permet d'obtenir des positions des étoiles vraiment très très précises. Et comme cette détection est assez récente finalement, je pense que plus tard, donc dans les mois, surtout dans les années à venir, beaucoup de planètes vont être davantage découvertes, d'exoplanètes avec méthode astronomique ou avec la méthode que j'ai présentée sur les lentilles microgravitationnelles, puisque c'est des méthodes qui sont plus récentes et c'est des méthodes qui ne cessent de se perfectionner d'année en année en fait. Donc il y a bon espoir pour que ces méthodes-là donnent encore énormément d'exoplanètes à découvrir. Donc voilà. Donc là, j'ai vraiment j'ai vraiment brassé assez de manière très succincte le sujet. J'ai pas développé volontairement. C'est vraiment pour montrer un petit aperçu de ce qui existe en termes de détection d'exoplanètes. Donc, faut savoir que chaque méthode peut être utilisée en complément. Donc, des fois, on découvre une planète avec les transits, on vérifie avec la méthode des vitesses radiales, etc. Et parfois, on n'a pas juste une exoplanète, deux exoplanètes, mais on a des systèmes complets, comme le système TRAPPIST, qui a été donc découvert par nos amis belges. Et surtout, la question qui se pose actuellement, c'est aussi est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes? Donc là, c'est vraiment un thème à part entière. Donc l'exobiologie, c'est vraiment très très intéressant. Donc ça pourrait faire aussi l'objet d'une conférence, justement, comment on peut savoir si telle planète ou telle planète est habitable et vivable. Donc je vais finir avec un petit peu de lecture. Donc il y a pas mal de livres. Donc alors le dernier, donc Exoplanète de Fossé et Manchou, est vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de vues d'artistes et ils rentrent pas forcément dans les détails techniques. La révolution des exoplanètes aussi, donc c'est vraiment deux bouquins qui sont vraiment accessibles et qui rentrent plus ou moins. La révolution des exoplanètes rentre un peu plus dans le détail, mais vraiment très très intéressant. Et donc deux bouquins un peu plus universitaires, donc La découverte de l'univers et Astronomie ou astrophysique de Agnès Acker. Alors il y a bien sûr le site internet de la NASA qui a une base de données d'exoplanètes officielle et qui fourmille d'animations et
Et voilà, bon, les posters que vous avez vus viennent de là. Wikipédia aussi fourmille de données avec des sources, donc vraiment c'est très bien sourcé et l'article sur la détection des exoplanètes est énorme. Et enfin, pour s'évader, les quelques vidéos de balade mentale, donc j'ai mis les liens sur notamment, les exoplanètes qui sont, voilà, toujours intéressants pour s'évader et puis pour voir, on va dire, avoir des vues d'artistes, c'est toujours, très, très intéressant. Donc, bah, du coup, j'espère que le petit exposé vous a plu et puis, ben, voilà, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Merci à vous.